des œuvres vraiment impressionnantes qui vont marquer leur temps. Vous avez travaillé avec des réalisateurs comme David Michaud, Jeff Nichols, David Lowery, Scott Cooper aussi, qui ont tous la particularité d'avoir à peu près votre âge, d'être des vrais storytellers, des auteurs qui écrivent leurs propres scénarios. Ce sont des gens aussi qui sont autant inspirés par le cinéma américain que le cinéma européen. Mais est-ce que c'est un cinéma, pour vous qui êtes réalisateur et acteur, qui reste difficile à faire aujourd'hui, enfin qui devient difficile à faire plutôt? Yeah, I feel like I do love those filmmakers. I love simple filmmakers. I like filmmakers who put a camera right where it needs to be and tell stories in a simple fashion. I worry about there's some cinema that I feel shows off too much, and I, you know, but I like old school filmmaking. Let's say that, and you know, how do you get a movie made at the moment? You know, it helps if you're a successful director and you've made people money. That always works. But the smaller films seem to be pushed into more spaces like this and smaller, and the bigger films are like, you know, occupying the territory of the bigger cinemas, and of course streaming is taking everything with it. I just have faith that good stories can get made, and it requires actors to get behind a filmmaker, and I think that it will. I don't think it'll ever die. I'm in so many like message conversations with other filmmakers who are, some are pessimistic and some are very optimistic, and I think that we just need to keep writing and keep. You know, I'm writing something at the moment that has no IP. I'm not being paid, so I'm not breaking the writer's strike. I'm just writing notes or something. But it's a dream to make original movies. And every time a director makes an original movie that's not, you know, like a remake or a reboot or a sequel or a prequel, I get very excited because that'll be the remake of the future and the IP of the future. Oui, c'est vrai que j'adore les réalisateurs que vous avez mentionnés. Ce que j'aime chez eux, c'est leur simplicité en fait. C'est des réalisateurs qui se soucient de placer la caméra à la bonne place, une simplicité dans leur narration, qui ne sont pas du tout dans une certaine esbrouffe qu'on peut voir un peu dans certains films contemporains, qui s'intéressent vraiment à filmer le moment. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question ces jours-ci de comment est-ce qu'on fait un film, comment on le finance. Alors si vous êtes un réalisateur à succès, c'est un petit peu plus facile si vous avez fait gagner de l'argent grâce à vos films précédents, mais les films plus petits ont besoin d'endroits comme ici pour exister, face aux plus gros blockbusters, face aux plateformes. Et je pense que, enfin, moi j'ai vraiment foi en une bonne histoire, et je pense que ça intéressera toujours les acteurs. Ce genre de film sera toujours là en fait. C'est une discussion que j'ai avec pas mal de réalisateurs, certains qui sont très pessimistes, d'autres qui sont plus optimistes. Mais en ce moment j'écris un scénario qui est complètement original, qui n'est pas une adaptation. C'est un travail qui n'est pas payé, je précise, parce que je ne suis pas en train de briser la rêve des scénaristes. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, un rêve en tant qu'auteur de faire un film qui ne soit pas une suite, pas une adaptation, pas un remake. C'est très stimulant pour moi, qui sera potentiellement peut-être l'objet d'un remake dans le futur. Quand on fait des films comme ceux-là, et même vous en tant que réalisateur d'ailleurs, avec The Gift to Boy Erased, vous avez une tendance en fait à raconter des histoires qui sont déconnectées du temps. Enfin, elles sont assez intemporelles, assez universelles. C'est presque parfois des histoires qui se rapprochent de la tradition orale. Est-ce que quand on est un acteur, et à bien des titres, même un master de cinéma, est-ce que c'est dangereux de faire des films qui ne sont pas, qui traversent le temps, mais qui ne sont pas des énormes succès immédiats, populaires et financiers? I really believe that as an actor and often as a producer, like we produced a movie that was at Cannes last year, The Stranger, and we knew when we were making it, it wasn't going to make us rich. If you want to get rich, make horror movies, very cheap horror movies. That's probably the only way, I think. But
you know, I was in the movie Warrior that made no money when it came out, but I know that that film is probably one of the most watched movies I've been in, and it stood the test of time. It resonates with people, and I'd rather, I tell you what, I'd rather have a film that lasted forever and that people still appreciate it 40, 50 years from now than a movie that made like $300 million in the first weekend, but then everybody just dropped it and didn't care about it afterwards. Because like 2 weeks ago, because somebody mentioned it, I rewatched The Bicycle Thief. And I'm like, that movie broke my heart again. That movie will live forever, and those are the movies that, you know, I want to go and revisit. So I want movies to last forever. I don't care if they make a lot of money, because usually they're making money for everybody else, the producers. C'est vrai qu'en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur, j'ai fait par exemple un film qui était à Cannes l'an dernier qui s'appelle The Stranger. C'est vraiment pas un film grâce auquel on a fait fortune. Je pense que si vous voulez, si votre but c'est de faire de l'argent dans le cinéma, maintenant c'est le seul moyen, c'est de faire un film d'horreur fauché. C'est la seule solution. Mais par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Warrior, qui au moment de sa sortie en salle a très peu rapporté. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des films les plus vus de ma carrière. C'est un film qui est resté. Et en fait, je préfère faire un film qui sera encore regardé dans 40 ou 50 ans qu'un film qui va faire 300 millions de dollars le week-end où il sort et ensuite tout le monde l'aura oublié. Il y a 2 semaines, je revoyais Le voleur de bicyclette. C'est un film vraiment qui à chaque fois me brise. Et c'est le genre de cinéma que je veux faire. Surtout qu'en fait, c'est pas vous qui devenez riche quand un film marche, c'est surtout les producteurs. Joel, qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas de la réalisation à l'époque de The Gift? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de passer derrière la caméra, de trouver une autre dimension à votre art de storytelling? Qu'est-ce qui vous a inspiré, enfin qu'est-ce qui vous a poussé? I've been very strategic about wanting to direct a film, and I'd written a couple that were in my mind, too complicated for me to direct. I felt like I needed to make something very simple, but I also didn't want to write something specifically simple to direct. And so when I started writing The Gift, I realised the simple construction of the story and the characters, and predominantly one location for the most part, and I could see the movie. I could see it more than anything I'd ever written, so I felt like it was the right thing for me to start with. And it's the kind of movie I grew up on. My mother used to always be watching suspense films, movies about women in jeopardy. And I realised because my mother, for the most part, was at home with 2 children while my father was working. And there's this cinema that exists that made her feel, I don't know why you would frighten yourself in that way, but women in jeopardy. And I watched a lot of these as a child, so it was like doing a remix of that in my own way. And I love suspense. I'm obsessed with suspense films. There's so many great French suspense films. And I want to make another one when I can, soon. And it was a Blumhouse film. Blumhouse, yeah. It was a horror film. You made money with it? Well, it was, interestingly, you know, for anyone who's seen The Gift, there's barely a drop of blood in it. But it was marketed like it was a horror movie. And that horrified me. There's a red title, like jagged music. The trailer was like 7, you know, everything after 7 was a... And I was like, you can't sell this to people. It's like, you know, showing someone a picture of a watermelon and then handing them an apple. But they were right. Also, and this is like, I'm not good at marketing. The Gift was originally called Weirdo. And they were like, you can't call it Weirdo. They said, we'll make the film, but you've got to change the title. And I was like, fuck. So if you call it Weirdo, we'll put it on 100 screens, probably. But if you find a way to market it in a better way, we'll put it on 2,500 screens.
And I just made a smart decision to go, okay. And they were right. Still would have loved to call a widow, but anyway. En fait, je pense que mes débuts en tant que réalisateur, ça part d'un choix stratégique. C'est-à-dire que j'avais écrit quelques longs métrages avant de faire The Gift, mais qui étaient trop compliqués à faire, je pense, pour un réalisateur débutant. Et là, quand j'ai commencé à écrire The Gift, je n'avais pas forcément pensé à le faire, mais il y avait quelque chose dans la simplicité du dispositif, le fait que ce soit un décor avec peu de personnages. Et je voyais le film en l'écrivant, je pense, plus que jamais avant dans les films que j'avais pu écrire. Et c'est inspiré vraiment des films que j'ai pu voir quand j'étais enfant. C'est-à-dire que ma mère regardait en permanence des films à suspense, des films surtout centrés autour de personnages féminins en danger. C'était assez ironique parce que elle nous élevait à la maison, mon frère et moi, et notre père était parti au travail. Elle se faisait peur en fait à regarder ces films-là, et c'est des films que j'ai vus enfant. Et donc je pense que The Gift est un petit peu une sorte de remake déformé de tous ces films que j'adore, des films à suspense, notamment des films français. J'espère en refaire bientôt, et effectivement, The Gift c'est un film Blumhouse, produit par Jason Blum, mais dans lequel il n'y a pas une goutte de sang, et qui a été vendu d'une manière peut-être un petit peu trop horrifique. C'est-à-dire qu'il y avait un titre rouge, une bande-annonce un peu grandiloquente dans la tradition de Seven, etc. Et je pensais que c'était pas forcément juste. C'est comme si on vous vendait une pastèque et puis qu'à l'arrivée vous vous retrouviez avec une pomme. Mais en fin de compte, ils ont eu raison. Il y avait une chose, ça dit sur le titre, c'est qu'à la base, le film, quand je l'ai écrit, il s'appelait Weirdo, qu'on pourrait traduire par le chelou. Et on m'a dit, voilà, si tu changes pas de titre, si tu gardes Weirdo, on sortira le film sur 100 salles. Si tu trouves un trick peut-être un petit peu plus vendeur, on le sort sur 2500 salles. Et j'ai été assez malin pour changer le titre, même si je regrette un peu de ne pas l'avoir appelé Weirdo. Vos deux films, The Gift et Boy Erased, donc The Gift c'est l'histoire d'un homme qui intrigue un couple dont le mari est un ancien copain à lui de lycée. Je vais un peu spoiler, mais c'est parce qu'en fait il a été harcelé à l'école, qu'il revient un petit peu comme, on va dire, se venger. Et Boy Erased c'était un film sur les thérapies de conversion. Je crois que vraiment, pour moi, ce qui se dégage de ces deux films-là, c'est cette manière dont vous parlez de ce que le manque d'empathie, le manque de considération des uns pour les autres peut provoquer et peut détruire en chacun d'eux. Et je voulais savoir si c'est un thème, parce qu'en plus, je sais, pour avoir par exemple parlé avec Chenaris, qui est un de nos amis et un acteur avec qui vous travaillez souvent, que vous êtes quelqu'un de très empathique. Est-ce que vous faites aussi du cinéma pour ça, pour remettre l'empathie au centre de la société et des conversations du quotidien? I'm obsessed with bullying as a subject. I think Boy Erased is about a boy being bullied by the church and his family. But underneath all of the things that I write, I realise that I'm interested in people making mistakes. And what I find fascinating is when people make a mistake is what happens next. And in The Gift, it's about a man unwilling to acknowledge his mistakes. And so it's a cautionary tale, or it doesn't end well for him. I made a movie called Felony about 3 policemen, which is in Australia, where a cop does a bad thing, and because he's a cop, he can cover it up. And the whole film is about him bringing himself to a confession. In Boy Erased, that character place is held by Nicole Kidman's character, who agrees against her heart to send her child to this place, and finally comes to the realisation that she's made a big mistake. So these things are very important to me, and I think that the struggle to find yourself to a good place or a better person is very much at the heart of a lot of what, not just what I write, but what I maybe look for as an actor without realising it. C'est vrai que le thème du harcèlement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense que Boy Erased, c'est l'histoire d'un ado qui est harcelé par l'église, par sa famille. Et ce qui m'intéresse, c'est la question de l'erreur humaine, en fait. Et je suis fasciné plus qu'autre chose par les conséquences
que peuvent avoir ces erreurs. Je pense par exemple que The Gift, c'est un film sur un homme qui est incapable de reconnaître qu'il a commis des erreurs. Le film peut se voir un petit peu comme une sorte de conte moral qui finit mal. En tant qu'acteur, j'ai joué un policier dans un film qui s'appelait The Felony, un film australien sur 3 policiers dont un commet une bavure, et en fait il arrive à s'en sortir de par sa position, et tout culmine vers la reconnaissance de son erreur avec les aveux qu'il va faire. The Boy Erased, c'est le personnage de Nicole Kidman qui, un petit peu à contre-cœur, décide d'envoyer son fils dans cette conversion d'orientation sexuelle, et c'est son chemin pour reconnaître justement son erreur. Donc je pense que cette idée de comment est-ce qu'on peut devenir meilleur, comment est-ce qu'on peut être une meilleure personne, c'est au cœur de mes préoccupations, à la fois en tant que scénariste, mais aussi simplement quand je lis des scénarios en tant qu'acteur. Quand vous écrivez, parce que vous avez écrit pour votre frère, vous avez écrit pour David Michaud, vous avez écrit pour vous-même, est-ce que l'écrire, c'est une manière aussi de faire un exercice d'empathie pour chacun des personnages? Quand on écrit, est-ce qu'on est obligé de se mettre à la place de tous les personnages? Et donc, peut-être aussi ça vous apprend quelque chose sur vous-même. Enfin, quel est pour vous le but ultime d'écrire? It's a good point. When I write, and I don't consider myself a great writer, and I feel like every time I write, I'm learning something, and I get to read a lot of screenplays, which helps me learn new things. I think it's important for me to pass on each script for each character, at some point to kind of realize that if you put too much focus on your central character, what characters are you not paying attention to and creating a dimension that you may be missing. I definitely learn things from characters. Someone said to me once, and I think this is very true, it's like that when you sit in the cinema, you become you have more of a conservative moral perspective than you might do on the street. Is that when you look at a character do something, you immediately categorize them like that was a good or a bad thing that you just did. And I love that characters at the 11th hour can be a villain but become good. And that's always an interesting thing. Or a good person can turn bad. I call it the Malvolio theory that, in Twelfth Night, Malvolio is like, you hate him. He's like evil to everybody, the Shakespeare play. And then you realise that he's bad to people because he's in love with the Queen and he thinks that's what she wants. And he gets humiliated, and at the end you kind of feel sorry for him. The guy that you hate, now you're like, oh, I sort of pity you, And it's because of insight, and I think insight in each character is very key and important. So I think it's a good exercise for writers to go, okay, I'm just going to focus on this character, and what am I missing, C'est vrai que c'est une question très intéressante. Je ne me considère pas du tout comme un grand scénariste, mais j'ai la chance d'en lire beaucoup. Lire beaucoup de scénarios et j'apprends à chaque fois que je lis des scripts. Ce que je fais beaucoup à l'écriture, c'est que je passe en revue complètement le scénario du point de vue de chaque personnage, pour essayer de me demander ce qui leur manque. C'est-à-dire, si je mets trop d'attention sur le protagoniste, qu'est-ce que je mets de côté involontairement sur chaque personnage secondaire, et j'apprends moi-même beaucoup de mes personnages. Il y a une chose que j'ai remarqué qui est assez intéressante, c'est que quand on regarde un film en salle, on a un regard moral qui est beaucoup plus dur sur les personnages que quand on lit un scénario. C'est-à-dire que quand on voit le film fini, on classe chaque action, on la met dans une case. Est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Le personnage, par exemple, dans un film qui s'appelle La 11e heure, c'est intéressant parce que c'est un méchant qui se rachète. Ça m'intéresse beaucoup, ces rédemptions, au contraire des histoires de personnages qui ont l'air d'être des gentils et qui sont corrompus. C'est ce que j'appelle un peu la théorie de Malvolio. C'est un personnage de Shakespeare qui est rempli d'une sorte de grande haine envers les autres, parce qu'il est en fait un peu aveuglé par son amour pour le personnage de la reine, et il est convaincu que c'est ce que la reine attend de lui en fait. Et il finit par vivre une humiliation, et le regard du spectateur sur ce personnage change. C'est très intéressant, c'est-à-dire que
en tant que spectateur, on finit par se sentir mal pour un personnage qui était à l'origine négatif. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un exercice que je conseillerais à tous les scénaristes, c'est de passer en revue, d'avoir une vision de chaque personnage dans l'histoire pour essayer de les traiter individuellement. Est-ce que c'est